Alors bonjour et bienvenue à cette conférence qui s'intitule Pour une alimentation saine et durable. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour parler de ce sujet essentiel. Alors, la conférence de ce soir, elle est organisée par la branche santé-climat de l'AEMG. L'AEMG, c'est l'association des étudiants en médecine de Genève. Et le but de notre association, c'est de sensibiliser sur les liens entre la santé et l'environnement. L'alimentation, c'est une thématique qui nous tient particulièrement à cœur puisque cette conférence, elle s'inscrit à la suite d'une pétition que nous avons lancée l'année dernière qui avait le même titre, c'était « Pour une alimentation saine et durable à l'hôpital ». Donc cette pétition, on l'avait lancée avec des médecins des HUG et le but, c'était que la restauration du personnel respecte les recommandations du Eat Lancet. Donc, je pense que vous allez en apprendre un peu plus ce soir, mais les recommandations du Eat Lancet, c'est un régime qui permettrait d'optimiser la santé humaine et la santé de notre planète. Donc, en deux mots, ça passe surtout par une réduction des protéines d'origine animale. Malheureusement, notre pétition, elle n'avait pas été acceptée par la direction des HUG. Ils ont néanmoins étoffé l'offre végétarienne et ils ont surtout mis le plat végétarien au même prix que le plat du jour. Donc, grâce aux mesures qui ont été instaurées, le taux de prise du plat végétarien est passé de 10 à 25%, donc cela reste une petite victoire pour nous. Et ce soir, on voulait relancer la discussion autour de cette problématique. Je vais maintenant passer la parole à Elina qui présentera PAN et les intervenants et intervenantes de ce soir. Belle conférence, merci. Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais très rapidement vous présenter notre jeune association PAN Switzerland. Donc, qui sommes-nous? On est du coup une très jeune association. On est la branche de l'association internationale qui a ses racines en Allemagne. Et nous, on existe depuis une année. Voici notre joli comité qui est formé de médecins, d'étudiants en médecine et en sciences alimentaires. Actuellement, on est déjà 65 membres dans toute la Suisse. Et puis, il y a déjà différents groupes universitaires qui sont en train de se former. Alors, et qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos objectifs? Comme notre nom le révèle, on s'intéresse à la nutrition et surtout à son potentiel en termes de prévention et de traitement des maladies. Donc, notre mission, c'est d'éliminer les décès précoces dus à la nutrition. Dans ce but, nous éduquons les professionnels de santé et surtout les étudiants de médecine. Et nous les encourageons et les supportons en créant des groupes universitaires et à joindre notre réseau global de PAN. Et finalement, nous nous engageons aussi avec des autres organisations, des institutions et des politiciens pour des partenariats, des campagnes et des événements comme celui aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous engager? Devenez membre, rejoignez nos groupes universitaires et connectez-vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager vos idées avec nous et participer aux événements comme vous le faites déjà aujourd'hui. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Notre premier intervenant, ça va être Loïc Blanchet-Mazuel. Loïc, il est médecin généraliste et il est spécialiste des alimentations végétales. Il a consacré sa thèse de médecine générale à la réalisation d'une fiche d'information sur l'alimentation végétarienne pour les médecins généralistes, afin de les sensibiliser sur la question de l'alimentation du coup végétale. Il est aussi formé en nutrition santé et en micronutrition et il est coordinateur bénévole de la commission nutrition santé de l'Association végétarienne de France et membre du conseil scientifique de l'Observatoire national de l'alimentation végétale, ONAF. Et du coup, son aliment préféré, c'est la soupe marocaine bizarra, améliorée bien sûr. Et ce qui concerne son activité préférée, lui, il aimerait bien inventer une machine à remonter le temps pour en avoir assez pour toutes ses activités préférées.
Notre deuxième intervenante, ça va être Madame Sandrine Berterex. Donc, elle est pharmacienne en formation. Et puis, elle aussi, elle s'intéresse déjà depuis plusieurs années à la nutrition. Elle est formée en nutrition santé, micronutrition et en psychologie des comportements alimentaires. Elle a rejoint l'Alliance de santé planétaire l'année dernière pour élargir son champ de connaissances et aider à son niveau à améliorer les connaissances en nutrition. Et aussi dans les sujets de durabilité. Et à elle, son aliment préféré, je ne l'ai pas connu avant, mais c'est les lasagnes au chocolat. Et son activité préférée, c'est d'être dehors, surtout quand il fait beau et chaud. Et puis, en secret, elle apprécie un tout petit peu le réchauffement climatique quand même. Et puis, du coup, notre dernier speaker, ça va être Kylian Bouillard, qui est aujourd'hui avec nous par Zoom. Et lui, il est docteur en sciences de sport, spécialisé en nutrition. Après son doctorat, il a enseigné au sein de l'Université de Nantes, mais progressivement, du coup, ses lectures et analyses scientifiques se sont portées sur la nutrition et la santé. Ceci suite à 2 expériences personnelles qui l'ont poussé à se plonger dans la recherche en nutrition. Et puis là, actuellement, il a fait de cette discipline une véritable spécialité. L'année passée, il a acquis le certificat en nutrition du T. Colin Campbell Center for Nutrition aux États-Unis. Et lui, il adore aussi d'enseigner et partager autant que possible la compréhension globale de la nutrition et son lien avec la santé. Et donc, maintenant, son aliment préféré, c'est en fait aussi quelque chose de très spécial. C'est le topinambour lactofermenté de son propre jardin. Et une de ses grands passions actuellement, c'est de fabriquer des paniers en osier. Voilà, donc maintenant, je donne la parole du coup à Loïc. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour les présentations. La soupe marocaine, juste pour préciser, je ne l'ai pas trop reconnue sur la photo, mais je crois qu'il y a plusieurs façons de la faire. C'est une soupe de fèves ou de pois cassés avec des épices, des oignons, de l'ail. Et c'est vraiment délicieux. Alors, du coup, on va pouvoir commencer. Merci de nous avoir invités pour ce soir. En tant que médecin généraliste, je suis soumis à la présentation de mes liens d'intérêt. Ah oui, on va enlever ça. Donc c'est essentiellement pour les liens d'intérêt financiers. Moi, j'ai aucun lien d'intérêt financier, mais il y a une partie qui a déjà été dit. Je suis aussi membre d'un groupe de travail du Collège de la médecine générale sur la santé planétaire, et à ce titre-là, je suis indemnisé. Les autres ont été dit, et puis vous pouvez retrouver toute ma déclaration sur Archimède. Je laisserai Sandrine et Kylian dire s'ils ont des liens d'intérêt éventuels. Hop. On a pris un plan en 4 parties. Le temps fait qu'on n'aura pas le temps de rentrer beaucoup dans les détails. On voulait garder un peu de temps pour les questions. Donc, si vous avez l'impression de survoler le sujet, c'est normal. Après, si vous avez des questions, ce sera prévu pour. Donc, présenter un peu la santé planétaire, qu'est-ce que c'est ? Et puis ensuite, l'alimentation saine, qu'est-ce que c'est ? L'alimentation durable. Et ensuite, comment agir en tant que professionnel et citoyen. Donc, la santé planétaire, c'est une la santé planétaire, en fait, c'est une notion assez large dont l'objectif est de comprendre les liens entre les activités humaines qui ont un impact sur notre environnement, et puis les conséquences qu'il peut y avoir sur la santé des écosystèmes et des humains. C'est une approche qui est relativement méconnue en France, je ne sais pas en Suisse, mais en tout cas en France, c'est pas très bien connu. En 2015, la notion est apparue
aux États-Unis, pardon, et puis dans la revue The Lancet, et en 2017, The Lancet Planetary Health, qui est une branche du Lancet, a lancé son journal, et c'est une revue qui est consacrée uniquement à ça. La santé planétaire, ça peut être vu comme un outil d'amélioration de la santé, de l'équité, du bien-être de tous les humains, avec en même temps à l'idée le respect de la biosphère, donc les vivants, l'écosystème. Et puis c'est une approche qui est surtout inter- et transdisciplinaire. On peut voir ça un peu comme une boussole pour guider nos actions individuelles et collectives dans tous les domaines de la vie. Il y a une des notions qui est assez importante en santé planétaire, c'est celle des co-bénéfices. Alors, on parle de co-bénéfices santé-environnement, mais c'est vraiment des co-bénéfices au sens large. C'est pour dire qu'en fait, une action n'a pas une seule conséquence, mais va agir à plusieurs niveaux, de modifier un comportement, par exemple d'aller travailler en vélo au lieu d'aller travailler en voiture. Il y aura des bénéfices à la fois pour sa santé personnelle et en même temps pour la santé de la planète, puisqu'on va réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On va aussi avoir des bénéfices en diminuant sa sédentarité. On va potentiellement avoir moins de maladies type diabète ou surpoids, et ça permettra du coup à plusieurs niveaux d'améliorer la santé planétaire. Donc l'association dont je fais partie, c'est l'Alliance Santé Planétaire, qui a été fondée il y a un peu plus d'1 an, après quelques années de réflexion, et puis qui est membre de la branche initiale, la Planetary Health Alliance, qui a été fondée quelques années avant. Et donc les objectifs, c'est un peu ceux de la santé planétaire, donc déjà la promouvoir, en parler, et puis communiquer les enjeux qui sont liés, à la fois auprès des patients directement, puisqu'on est un certain nombre de professionnels de santé, mais pas uniquement, aussi au niveau des professionnels de santé, pour ensuite diffuser auprès de leurs patients, etc. S'adresser également aux gens en tant que citoyens, et puis aussi un volet plus vers le législateur, législatrice, pour l'aspect plus politique. On a différentes valeurs qui sont résumées ici. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. L'espoir de pouvoir faire bouger les choses, des valeurs de justice, d'équité, d'empathie pour permettre à tout le monde d'être traité de la même manière. Des valeurs aussi sur l'innovation qui est guidée par la science, vraiment s'intéresser à ce qui est produit au niveau scientifique. Et puis aussi une valeur d'urgence, il faut agir maintenant et pas dans 10 ans. La vision qu'on a, c'est un monde où tout le monde peut prospérer en se protégeant et en régénérant les écosystèmes naturels pour toutes les générations à venir. Avec la mission, ça je l'avais laissé, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit déjà, de limiter les impacts des changements climatiques. Et puis on va passer tout de suite à l'alimentation saine que Sandrine va vous présenter. Alors, bonsoir, donc moi je m'appelle donc Sandrine Berterec, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Nous pourrons passer maintenant à l'alimentation saine. Donc c'est un sujet vaste. J'ai fait le choix du coup de donner juste la définition, à quoi sert l'alimentation saine, qu'est-ce qu'elle va apporter, les modifications, les déséquilibres actuels de l'alimentation qu'on va retrouver dans les pays occidentaux, et enfin les dernières recommandations que l'on peut trouver au niveau des publications. Donc selon l'OMS, une alimentation saine aide à se protéger contre toutes les formes de malnutrition, dont la dénutrition qui ne sera pas traitée ici aujourd'hui, les carences en vitamines et minéraux et les maladies non transmissibles liées à l'alimentation, donc comme le surpoids, l'obésité, le diabète ou les pathologies cardiovasculaires. Donc l'alimentation saine, elle va devoir répondre à des besoins physiologiques, donc avec des apports énergétiques, structurels et fonctionnels. Et cela va aussi aider donc à prévenir les maladies. Donc les apports énergétiques journaliers sont en moyenne donc de 2500 kcal
on va toujours parler d'une population adulte et en bonne santé. Donc les protéines doivent être apportées à hauteur de 10 à 15%, les glucides 50 à 55%, dont les sucres simples ne doivent pas dépasser 100 grammes par jour. Les lipides, eux, vont couvrir 35 à 40% des apports journaliers, avec une attention particulière sur les acides gras saturés qui ne doivent pas dépasser 12% et les acides gras trans, 2%. Ceux-là sont plutôt issus de l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, il y aura des apports non énergétiques, donc qui vont être les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Eux vont avoir des rôles aussi très importants, au même titre que les protéines, les glucides ou les lipides, car ils vont jouer des rôles de cofacteurs au niveau des enzymes, et également pour les antioxydants, neutraliser certains radicaux libres qui vont avoir des dommages, notamment par exemple sur l'ADN. Donc les principaux déséquilibres que l'on va retrouver, j'ai choisi cette figure parce qu'elle reflète, à mon avis, plutôt bien le déséquilibre de la balance animale-végétale. Donc on va retrouver au niveau 100 sur l'abscisse, qui correspond en fait à la valeur recommandée par chaque pays. Donc par exemple, si en France c'était 50 grammes, ça serait 100, et aux États-Unis c'est 150, ça serait 100 aussi. Donc chaque produit va être représenté, notamment pour la viande rouge. On peut remarquer que du coup la consommation au niveau global ou de plusieurs régions du monde vont dépasser les recommandations de chaque pays. La même chose pour tout ce qui est donc légumes féculents, qui sont représentés principalement par les pommes de terre. Pour les pays d'Europe, on va remarquer également que les œufs ou la volaille vont également largement dépasser les recommandations. À l'inverse, les produits type fruits, légumes, légumineuses ou grains, eux, sont largement donc en dessous des valeurs recommandées. Donc ce déséquilibre va induire donc d'autres déséquilibres, notamment au niveau des acides gras, avec un excès d'acides gras saturés, des acides gras trans issus donc des produits ultra transformés principalement, et un manque d'acides gras polyinsaturés qui ont des bénéfices aujourd'hui qui sont plutôt positifs pour la santé. On verra ça plus tard. Le déséquilibre de la balance sodium-potassium, dont on entend souvent parler déjà depuis un moment, donc avec un excès d'acide de sodium qui va être caché dans nos pains, dans les aliments ultra transformés, notamment dans la viande également, qui vont permettre des meilleures rentabilités, et un manque de potassium du fait qu'on n'amène pas assez de végétaux, en fait, de légumes, de légumineuses, qui permettent de balancer cette balance. Au niveau des glucides, donc les sodas, les produits ultra transformés, ou alors du coup les légumes racines, vont être à l'origine donc d'un excès de glucides simples. Et à l'inverse, toujours pareil, donc le manque de légumineuses et de certains légumes et de fruits vont être à l'origine d'un manque de glucides complexes, donc les fibres principalement. Les aliments ultra transformés vont aussi être à l'origine d'un autre problème. On va parler de calories vides, c'est-à-dire que ce sont des calories. Pour 100 kilocalories, on est très pauvre en micronutriments. Du coup, ce sont des produits qui sont ultra appétants, qui sont très gras, très sucrés, et qui vont inciter à en manger peut-être encore plus. Du coup, on va avoir un déséquilibre au niveau de la ration calorique journalière. Et à l'inverse, un manque de micronutriments. Donc tous ces déséquilibres, je ne les ai pas tous cités parce qu'on doit aller assez vite pour la présentation, mais vont avoir des impacts sur la santé et sur l'environnement. Je vais prendre pour la santé, on va regarder de manière générale. Donc les impacts des acides gras sur la santé, ça va être notamment avec la viande rouge, les liens sont aujourd'hui suffisamment faits pour le cancer colorectal, mais vont être à l'origine aussi d'autres pathologies, type cardiovasculaire, surpoids, obésité et diabète de type 2. Idem pour les sucres, on retrouve ces mêmes pathologies donc non transmissibles liées à l'alimentation. Le sel, lui, est responsable de l'hypertension artérielle, qui est donc pour la France la première pathologie chronique, en fait, la plus fréquente, et qui est le premier facteur de risque pour les maladies vasculaires type AVC. Les produits ultra transformés, je n'ai pas détaillé, mais en fait, ils ont trop de sucre, trop de sel, trop de lipides, principalement pourvus de calories vides. Et de plus en plus de chercheurs sont en train de faire des études sur la présence des conservateurs et des résidus retrouvés dans ces aliments qui pourraient également jouer un rôle sur la santé. À l'inverse, du coup, d'autres questions vont se poser donc sur des pathologies neurologiques. Et avec l'épigénétique, depuis quelques années, on se pose la question sur le côté transgénérationnel de l'obésité.
qu'on va retrouver de plus en plus tôt sur des générations qui arrivent après des personnes obèses. À l'inverse, la consommation de fruits et légumes va être à l'origine d'une diminution du risque de ces pathologies non transmissibles. Et maintenant, on a des nouvelles études qui arrivent aussi sur l'agriculture biologique qui diminuerait également le risque donc, de certains cancers, d'obésité, de surpoids ou de type 2, quand on fait un parallèle avec de l'agriculture conventionnelle. Donc en 2022, on se rend compte que petit à petit, on a de connaissances de plus en plus importantes au niveau scientifique, les modes de vie changent et donc les recommandations également évoluent. En 2022, face à la situation sanitaire, donc on a quand même 2,1 milliards de personnes qui sont en surpoids dans le monde. Les modes de vie qui ont changé, et les problèmes et le coût que ça peut avoir. Donc au niveau humain, avec une moins bonne qualité de vie, un coût financier pour les organismes de santé notamment, et écologique, parce qu'on consomme toujours plus, on pollue toujours plus, et notre alimentation est donc toujours de plus mauvaise qualité. Donc, en 2019, donc, tout à l'heure a été cité le Eat-Lancet, donc c'est une commission qui a publié donc, des recommandations plant-based diet qui prennent en compte les impacts sur la santé, mais également sur l'environnement. En novembre 2021, l'OMS a repris donc, ces recommandations et a publié un rapport où ils disent que face aux éléments qui sont en faveur en fait, d'une réorientation des populations vers des alimentations majoritairement végétales qui réduisent ou même éliminent complètement la consommation de produits animaux. Jusque-là, c'est la première fois que, de manière aussi officielle, un organisme annonce qu'une consommation d'aliments quasiment uniquement végétale peut être recommandée à des populations. On va regarder sur quoi elle se base. Donc, c'est une assiette qui est majoritairement qui est composée majoritairement donc d'aliments d'origine végétale à plus de 90%. Ce qui ne change pas, c'est la moitié de l'assiette de fruits et de légumes. On le retrouvait déjà dans des recommandations précédentes. Les changements vont avoir lieu au niveau des sources de protéines, qui ici, on le verra un petit peu plus tard, seront par les légumineuses et les noix et les protéines animales. Donc l'alimentation végétale, ça doit être une alimentation équilibrée, on le verra sur la prochaine diapo. Elle doit rassembler en fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des lipides, glucides et micronutriments. Elle doit être diversifiée le plus possible et au niveau des variétés également pour limiter la monotonie alimentaire et les monocultures. Savoureuse par les épices et les aromates, si on sale moins, il faut quand même retrouver du goût pour que vous puissiez avoir une adhérence de vos patients sur ce type de conseils. Authentique les aliments les plus complets possibles afin de récupérer et d'obtenir le plus de fibres possible, non transformés, ça va de soi, et issus de l'agriculture biologique le plus que l'on peut. Donc au niveau donc, des consommations, des apports énergétiques journaliers, sur ce... On n'a pas de... Ah si. Donc ici, vous allez avoir la colonne des calories. On peut se rendre compte qu'on respecte bien au niveau des glucides avec plus de 50% d'apport via entre les grains, le sucre ajouté. Il va y avoir une petite partie qui va se retrouver au niveau des produits laitiers. Ensuite, la partie lipidique va également être bien récupérée avec une particularité. Si on remarque les graisses ajoutées, il n'y a plus les produits animaux non plus dedans. Uniquement des huiles qui sont d'origine végétale. Donc avec un accent sur les insaturés. Donc c'était les acides gras polyinsaturés que je disais tout à l'heure. Et faire attention aux huiles végétales saturées, type huile de palme ou l'huile de coco, qui sont à la mode aujourd'hui. Mais leurs apports doivent être limités, même si c'est du végétal. Ces recommandations sont également valables pour les produits ultra transformés, même d'origine végétale. Il faut les éliminer ou du moins en consommer le minimum possible dans son alimentation. Ensuite, on remarque, au vu donc, des recommandations qui sont sur ce tableau, que le Eat-Lancet conseille finalement maximum 3 repas par semaine avec des protéines animales et 17 autres repas sont d'origine végétarienne. Donc, on va faire un petit zoom juste sur les protéines. Donc, l'apport protéique, c'est la nouveauté
Enfin, je pense que c'est la première fois que c'est aussi marqué. Elle doit être à 80% d'origine végétale et 20% d'origine animale, voire même pas du tout, vu que c'est une fourchette qui est proposée. C'est pas obligatoire. Et donc l'idée reçue souvent quand l'on entend ou pourquoi on a du mal à substituer des protéines animales par des protéines végétales, c'est que le fait de dire que les protéines animales sont d'excellente qualité, contrairement aux protéines végétales qui seraient de mauvaise qualité. Ceci, c'est pas tout à fait vrai, car depuis 1973, l'OMS utilise une protéine de référence pour calculer les indices chimiques. Un indice chimique d'une protéine, c'est un indice qui va calculer les acides aminés qui sont indispensables, et c'est son minimum qui va ressortir. Ces acides aminés indispensables, on ne peut pas les synthétiser nous-mêmes et doivent être apportés par l'alimentation. Donc, si une protéine, elle possède une trop faible quantité d'acides aminés indispensables, elle va du coup être classée dans une mauvaise qualité. Elle aura un indice qui sera très bas, bien plus bas que 1. Et à l'inverse, une protéine qui va rassembler ou avoir peu d'insuffisance au niveau de ses acides aminés indispensables va avoir un score supérieur à 1. Donc si on se base, comme il a été fait pendant longtemps, sur des protéines de lait ou d'œufs, les protéines végétales se retrouvent avec des scores qui sont très bas, autour de 50%, enfin 0,5 à peu près, même un petit peu plus bas. Alors que si on se place face à une protéine donc, de référence qui a été créée par rapport aux besoins de l'organisme humain et par rapport à aussi son bilan azoté, on se retrouve que les protéines végétales finalement sont de bonne qualité, avec des scores qui sont pour certaines supérieurs à 1 et pour d'autres qui sont très proches de 1 à 0,90. Idem pour les céréales face avec ce nouveau calcul. On se retrouve que leurs protéines sont finalement de bien plus bonne qualité que ce qu'on imaginait au début. Face à ça, en 2007, l'OMS a finalement décidé que les apports en protéines, qu'ils soient d'origine végétale ou animale, soient les mêmes, c'est-à-dire 0,3 grammes par kilo par jour. Il n'y a pas besoin de modifier ou d'augmenter lorsqu'il s'agit de protéines d'origine végétale. Donc, on peut considérer du coup que la portion des apports énergétiques protéiques sont préservés également avec l'alimentation proposée par le Eat-Lancet. Donc, en conclusion, on va pouvoir dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de végétaliser son alimentation pour des raisons de santé. Les objectifs scientifiques recommandent donc ce que je viens de dire via le Eat-Lancet. Voilà. Et pour ma phrase à moi, c'est « The power is on your plates ». Donc, le changement commence par nous et petit à petit. Ça marche, vous voyez, vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon, bonjour à tous. Merci Sandrine, merci Loïc. Et puis, merci à tous les organisateurs et pour la présentation qui a été faite et l'invitation qui nous a été lancée. Me vient la responsabilité maintenant de parler de durabilité du système alimentaire. Je me lance un petit chronomètre si vous voulez bien, parce que si on ne m'arrête pas, je peux durer très longtemps. Alors, allons-y. Parce que évidemment, l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'avoir une double perspective, un double objectif qui est produire une alimentation saine dans un système durable. Je pense que c'est la préoccupation qu'on doit avoir tout le temps maintenant quand on réfléchit à l'alimentation. Heureusement, ça va souvent dans le bon sens. Enfin, c'est-à-dire que les choses se rejoignent bien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir voilà, une alimentation gagnante-gagnante, win-win, pour reprendre du coup les termes qui avaient été utilisés par Tillman et Clark là, dans leur publication dans Nature en 2014, qui est un peu la publication d'origine en fait, de cette réflexion sur une alimentation saine et durable. Et donc, parce que justement, le système actuel, Sandrine l'a bien dit, en fait, il est plutôt perdant-perdant. C'est-à-dire que si on parle de co-bénéfices en santé planétaire, là, on pourrait parler de co-dommage, parce que il y a tous ces problèmes de maladies chroniques non transmissibles qui sont associés à la mauvaise alimentation dans les pays occidentaux, mais aussi de plus en plus dans les pays en développement, donc en fait, au niveau planétaire. Pour reprendre une statistique qui est donnée par la commission Eat-Lancet dans son rapport, c'est qu'en fait, on estime que la mauvaise alimentation, elle est responsable de plus de morbidité et de mortalité que la combinaison de la consommation de drogue, d'alcool, de tabac et des relations sexuelles non protégées.
Mais dans le même temps, et là c'est l'objet de ma présentation, en fait, c'est aussi la première cause des changements environnementaux globaux. Pour vous donner juste quelques statistiques là pour lancer, pour vous donner une idée de l'impact et puis de l'étendue un peu du système agricole, c'est le système agricole au total est responsable de entre 20 et 30%, disons un quart, un tiers des émissions de gaz à effet de serre de toutes les activités humaines confondues. Donc c'est énorme, et évidemment à l'intérieur de ça, l'élevage est responsable d'une bonne partie. La consommation d'eau douce, elle est énorme, et il y a à peu près 3/4 de la consommation d'eau douce humaine qui est liée aux activités agricoles. 40% des terres émergées, des terres disponibles sur cette planète sont occupées par le système agricole, ce qui est énorme, c'est la principale occupation des terres par l'homme. Et en fait, 2/3 de ces terres, donc quasiment 30% en fait des terres de la planète, sont destinées à l'élevage pour les bêtes, occupées par les bêtes, par des pâturages et par des cultures qui sont destinées à nourrir les bêtes. C'est aussi la première cause de perte de biodiversité, le système agricole. Je reviendrai rapidement dessus, par la destruction des habitats naturels, déforestation notamment. C'est la première cause d'eutrophisation des milieux aquatiques et terrestres, c'est-à-dire l'enrichissement des milieux par des nutriments, phosphate, azote notamment, qui entraînent la prolifération d'algues, de bactéries, qui vont déstabiliser totalement les chaînes trophiques, enfin, les écosystèmes. Et on verra dans les eaux côtières, on arrive même à des zones mortes. Je préciserai ce que c'est, et je vous donnerai une petite image. Et puis, pour donner des chiffres un peu encore, on peut parler de la pêche, une ressource naturelle. On estime qu'il y a 30% des poissons qui sont en état de surpêche, et 60% qui sont pêchés déjà à leur niveau maximal durable. Et ça veut dire qu'il y a moins de 10% des poissons pour lesquels on pourrait pêcher plus, en quelque sorte, en restant dans des bornes durables, quoi. Bon, bref, ça fait que tout ça, ça fait dire aux membres de la commission Eat-Lancet que, évidemment, il semble qu'il n'y a aucun autre levier plus puissant pour à la fois optimiser la santé de l'homme et la santé des écosystèmes. Aucun autre levier que le système agricole. La réforme, la révolution, disons, de transformation profonde de nos systèmes agricoles. Alors, après, se pose la question, donc là, on veut aller vers un système durable, mais il faut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un système durable, comment on le définit, parce que ça paraît simple comme ça, et puis finalement, si on creuse, comment on peut dire que le système actuel n'est pas durable, et comment évaluer, comment dire qu'un autre système serait plus durable, comment le prouver et le quantifier. En fait, on se met ici dans le cadre des limites planétaires, qui est quelque chose qui est souvent utilisé en santé planétaire. En fait, on estime des limites planétaires pour 9 processus biophysiques qui sont indispensables à l'équilibre du système Terre. Et on met des limites, des bornes pour ces 9 processus biophysiques. C'est-à-dire que si on est à l'intérieur des limites, ça va, on a un système durable parce qu'on ne déstabilise pas des processus biophysiques qui menacent la stabilité planétaire. Et donc, c'est une zone de fonctionnement sûr. Et donc, le système agricole, il impacte très fortement 6 au moins de ces processus biophysiques qu'on va lister. Alors, le premier, c'est... attendez, je déplace ma petite... Voilà. Le premier, c'est le changement climatique par les émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Et vous le savez bien, mais je le rappelle, le changement climatique, ça va conduire à des événements météo extrêmes plus fréquents. En fait, on y est déjà, on l'a perçu déjà cet été. L'élévation du niveau de la mer qui va entraîner des migrations de millions de personnes. La diminution des récoltes aussi, il faut imaginer, la diminution des rendements du système agricole avec l'élévation des températures, bon, etc. etc. C'est un peu un facteur primordial, un peu au-dessus du lot, qui a une menace immédiate, et puis en plus qui va entraîner comme ça un effet domino, quoi. Et les principales sources d'émissions des gaz à effet de serre dans le système agricole actuel, c'est le méthane, enfin, les principaux gaz en fait réchauffants, c'est le méthane, qui a déjà un pouvoir réchauffant 34 fois supérieur au CO2, qui vient essentiellement des ruminants, et donc des vaches essentiellement à l'intérieur des ruminants.
Et puis, le deuxième gaz, c'est le protoxyde d'azote, N2O, là, qui a un pouvoir 290 fois, un pouvoir de réchauffement 290 fois supérieur au CO2, qui vient principalement des fumiers et des engrais. Et puis, il y a le CO2 en lui-même qui est émis dans le système agricole par l'utilisation d'énergies fossiles, la déforestation, puisqu'on brûle les forêts, les cultures, et puis aussi les brûlis de culture pour détruire les résidus de culture. Donc ça, c'est le premier processus qui est largement impacté. Le deuxième et le troisième, c'est les cycles de deux nutriments, l'azote et le phosphore, qui, quand on accumule l'azote et le phosphore, qui vient principalement des engrais et des fumiers, quand ils se retrouvent dans l'environnement et qu'ils s'accumulent dans l'environnement, dans le milieu terrestre ou aquatique, ils vont entraîner une eutrophisation. Ce que je disais tout à l'heure, donc c'est un enrichissement en nutriments. On pourrait se dire que c'est bien, mais non, parce qu'évidemment, ça déstabilise l'écosystème. Par exemple, en milieu aquatique, ça va entraîner la prolifération de microalgues qui vont mourir, et en mourant, elles vont être fermentées par des bactéries qui consomment de l'oxygène. Et ça se fait à très grande échelle. Et donc, progressivement, on arrive à une diminution de la quantité d'oxygène dans l'eau, à un milieu hypoxique, voire anoxique à la fin, avec quasiment pas d'oxygène. Et si vous retirez l'oxygène des eaux, et ben en fait, vous détruisez 99% de la vie aquatique. Et donc, vous vous retrouvez avec des zones mortes, c'est-à-dire sur des kilomètres carrés à l'embouchure de fleuves ou de rivières, des zones où il n'y a plus aucune vie aquatique. Et bon, l'accumulation de ces nutriments, ça entraîne aussi l'acidification des milieux, la contamination des eaux douces potables par les nitrates, par exemple. Ça émet aussi des gaz à effet de serre, des particules en soi. Et je vous ai dit, les principales sources, c'est les engrais, les fumiers, mais c'est aussi les eaux usées humaines, parce que les humains aussi font des déjections, et on a beau passer par des stations d'épuration, déjà pas partout, mais on a beau passer par des stations d'épuration, l'eau est peut-être saine, claire, mais elle n'est pas pour autant toujours débarrassée des nutriments, du phosphate et de l'azote, et donc finalement on en rejette aussi nous-mêmes beaucoup dans l'environnement. Et puis les précipitations aussi par des retombées d'émissions d'azote, de gaz azotés. En voilà une illustration ici d'une zone morte. C'est l'embouchure du Mississippi aux États-Unis. Vous voyez sur des kilomètres carrés la prolifération des microalgues. Et vous imaginez que sur tout ça, il n'y a quasiment aucune vie aquatique. Et ces zones mortes, elles sont en extension, évidemment. Et c'est principalement dû aux engrais qui s'écoulent par le Mississippi depuis les terres agricoles qui bordent le Mississippi. L'utilisation d'eau douce, c'est le quatrième processus biophysique qui est largement impacté. Alors, les limites à ça, l'utilisation d'eau douce, c'est en fait surtout de laisser un flux d'eau douce minimal qui permette la survie de tout, parce que finalement, les cycles de l'eau, c'est un peu la circulation sanguine des écosystèmes, c'est elle qui gère les flux de nutriments, etc., et donc qui sont nécessaires à l'équilibre et au cycle. Et donc, évidemment, si on prélève trop d'eau douce, on casse ce cycle naturel de l'eau qui est absolument nécessaire. Et forcément, vous vous doutez bien, le besoin principal, la ponction d'eau, c'est surtout pour l'irrigation. Et en fait, c'est majoritairement des eaux de pluie qui sont ponctionnées, mais n'empêche, il y a 16% d'eau qui sont pris en souterrain, donc dans des réserves d'eau qui mettent longtemps, voire très longtemps, à se reconstituer. Cinquième processus biophysique largement impacté, c'est la perte de biodiversité, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui est mesurée, cette perte de biodiversité, par le rythme d'extinction des espèces. Alors, la principale cause, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la destruction des habitats naturels ou la fragmentation des habitats naturels, parce qu'en fait, il suffit quelquefois de faire passer une route à travers une forêt pour déjà déstabiliser largement les écosystèmes et détruire déstructurer vraiment l'habitat naturel et avoir des vraies conséquences en termes de perte de biodiversité. Et la perte de biodiversité, ça peut créer des problèmes d'anxiété, psychologique, je veux dire, chez l'humain, mais c'est aussi, dans une vision plus utilitariste de la nature, c'est aussi une perte des services écologiques rendus par la biodiversité. L'exemple type, c'est la pollinisation. Si vous détruisez les pollinisateurs, il y a des conséquences
énorme sur l'activité humaine et donc sur la santé humaine à long terme. 6e processus biophysique impacté largement, c'est les sols, l'utilisation des sols. Qui est évidemment en lien avec la perte de biodiversité parce que la première raison de perte de biodiversité par le système agricole, c'est la conquête de nouvelles terres et la destruction des habitats naturels. Alors si on regarde l'utilisation des sols au fur et à mesure des années par le système agricole, en fait, c'est à peu près stable, mais ça cache en fait une réalité qui est beaucoup plus hétérogène, qui est la régression finalement dans les zones tempérées, Europe, Amérique du Nord, et l'expansion dans les zones tropicales à forte richesse, à forte biodiversité. Et malgré ça, malgré cette catastrophe, on estime qu'il y a encore 50%, plus de 50% des surfaces terrestres qui peuvent être considérées comme des écosystèmes intacts, c'est-à-dire qu'il y a plus de 90% des espèces, enfin de la biodiversité initiale de l'Holocène, quoi. Et en fait, donc j'ai dit, c'est la destruction des habitats naturels qui cause la perte de biodiversité. Elle est principalement due, si on regarde par exemple la forêt amazonienne, à l'élevage. En fait, c'est 80% pour faire des pâturages, la destruction de la forêt. Et en fait, les 20% qui restent, c'est quasiment intégralement pour faire des cultures, pour nourrir les animaux. Bon, l'objectif, du coup, une fois qu'on a vu quels étaient les impacts du système alimentaire, c'est de définir des limites, parce qu'il y aura toujours des impacts, mais c'est quelles limites à ces impacts pour définir une zone de fonctionnement qui soit sûre pour le système alimentaire. Et une zone sûre, c'est-à-dire qui ne déstabilise pas l'équilibre du système Terre, quoi, qui donc permet de considérer le système comme pérenne. Bon, les limites, je reviens pas dessus, enfin, je détaille pas, mais je vous les mets ici. Vous les trouverez par exemple là, c'est celle du rapport de la commission It-Lancet. En tout cas, c'est des limites fixées pour le système agricole qui sont inférieures aux limites planétaires qu'on fixe pour l'ensemble des activités humaines. Là, sur ce schéma-là, vous avez les 9 limites planétaires, les 9 processus biophysiques. Ceux-là, ils sont grisés parce que j'en ai pas parlé. Et ça, c'est les 6 dont j'ai parlé. Et vous voyez que, en fait, la zone verte, c'était la zone sûre, ou c'est la zone sûre. Et qu'en fait, déjà, pour 5 des 6 processus biophysiques qu'on a évoqués, on excède déjà les limites planétaires. Donc, on n'est pas dans un système durable, clairement. Et en fait, si on fait des projections dans un scénario business as usual, donc en gros, on ne fait rien, on laisse les choses avancer naturellement comme ça, et ben d'ici 2050, en fait, il y aura un impact qui aura augmenté de 50 à 90% selon les processus qu'on considère. Bon, donc on fait ce constat-là, le système clairement n'est pas durable. Comment on fait pour revenir dans les limites, en fait, pour aboutir à un système qui reste dans la zone sûre? La commission, elle détermine 3 grands leviers. D'abord, le changement d'alimentation. Alors, parce que d'abord motivé pour des raisons de santé, parce que, comme l'a dit Sandrine, l'objectif était double, c'était de créer, proposer une alimentation saine dans un système durable. Donc, il fallait d'abord déterminer une alimentation saine. Et en fait, donc cette alimentation saine, je ne vais pas revenir dessus, mais bon, elle est plant-based, d'accord, elle est majoritairement végétale. Et en fait, il est bien dit, bien spécifié qu'elle accepte 3 variations possibles. Le pesco-végétarisme, l'alimentation ovo-lacto-végétarienne et l'alimentation 100% végétalienne. Et à elle seule, déjà, elle pourrait prévenir un quart des décès prématurés. Bon, pourquoi en fait c'est quand même un grand levier pour aller vers un système durable? C'est parce qu'en fait, les choses s'alignent bien pour une fois. Les aliments d'origine animale, qui sont donc largement réduits ici dans cette proposition, en fait, ils ont des impacts environnementaux bien supérieurs généralement aux aliments d'origine végétale. Les aliments d'origine animale, ils sont, donc vous avez les viandes en rouge ici, en bleu le poisson, en gris les produits laitiers, les œufs, et puis en vert, c'est différentes catégories de produits d'origine végétale. Vous voyez que ce soit sur les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des sols, l'énergie nécessaire à la production d'un service,
l'acidification des milieux, l'eutrophisation des milieux, ben, clairement, les produits d'origine animale ont beaucoup plus d'impact, avec évidemment tout en haut à chaque fois de la liste qui décroche la médaille d'or, c'est toujours la viande de ruminants, le bœuf essentiellement. 14,5% des émissions de gaz à effet de serre viennent des produits d'origine animale, on estime, et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça occupe 2/3 des surfaces cultivées. À l'inverse, moins de 10% des terres cultivées aujourd'hui sont là pour produire des végétaux pour l'homme. Et la consommation d'eau, pour vous donner un chiffre, alors c'est moins vrai en calories, mais bon, en masse, une tonne de bœuf, ça nécessite 80 fois plus d'eau qu'une tonne de betterave, 40 fois plus d'eau qu'une tonne de patates. Donc, premier grand levier, changement d'alimentation. On verra ensuite comment ça impacte tout ça. Deuxième et troisième grand levier, amélioration des pratiques agricoles. Alors là, vous mettez toutes les techniques et technologies en fait, qui permettent de réduire l'impact. Alors, particulièrement la réduction de l'écart de productivité entre la productivité qu'on pourrait avoir théoriquement et la productivité réelle qu'on observe, et puis l'écart de productivité entre les zones les plus productives et les zones les moins productives. Ce qui amène au deuxième point ici, la redistribution et la meilleure utilisation des engrais, parce que vous avez des zones dans le monde qui sous-utilisent des engrais et d'autres qui les surutilisent, et qu'il pourrait y avoir une redistribution pour améliorer la rentabilité et la productivité moyenne. Bon, il faudrait aussi améliorer la gestion de l'eau, le recyclage du phosphore, parce que le phosphore qu'on utilise dans les engrais azotés, c'est une ressource finie, d'accord? C'est une ressource minière qu'on estime à 50, 100 ans. Les réserves sont estimées à 50, 100 ans. Et puis, utiliser toutes les techniques d'atténuation possibles pour les émissions, pour réduire les émissions. C'est la gestion des fumiers, l'épandage des engrais, enfin, optimiser tout ça. Le troisième levier, c'est la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire la réduction du gaspillage alimentaire, c'est nous et puis tous les systèmes de restauration, mais c'est aussi la réduction de la perte d'aliments alimentaires dans la chaîne de production. Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits, même en France, où les techniques et les outils ne sont pas optimaux, qui fait qu'il y a beaucoup de pertes dans le champ ou après le champ par des mauvaises techniques de conservation, par exemple. Et ça, c'est en accord des objectifs de développement durable, par exemple, de l'ONU. Alors voilà trois grands leviers. Maintenant, comment ces trois grands leviers impactent les processus et est-ce qu'ils nous permettent de rentrer dans les limites? Sur le changement climatique. Alors, je vous explique le schéma parce qu'il est très bien, il est très exhaustif. Vous le retrouvez dans le résumé du rapport de la commission Heat-Lancet. Par contre, il n'est pas évident à lire du premier coup d'œil. Vous avez donc les 6 processus biophysiques. Et en rouge, c'est la ligne rouge ici, c'est la projection en 2050 si on ne fait rien. En pointillé ici, c'est la limite qui a été définie préalablement dans laquelle en dessous de laquelle il faudrait passer pour considérer que le système est durable. Et puis ensuite, en rouge, c'est la réduction ou pas, la réduction par rapport à la projection 2050 si vous faites juste changement d'alimentation. Premier levier. En jaune, c'est si vous faites juste optimisation des pratiques agricoles. Et en bleu, c'est si vous faites juste réduction des pertes et du gaspillage, le troisième levier. Et en bleu foncé, c'est l'action des 3 leviers simultanés. Qui évidemment, la somme est généralement, enfin, l'effet des 3 cumulés est généralement supérieur à l'action d'un seul ou de 2. Quoi. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour le changement climatique, le premier ici, en fait, 80% de la réduction des émissions possibles, elle est due au changement d'alimentation et la réduction des produits d'origine animale. Et ça fait qu'en fait, ce changement d'alimentation vers des alimentations à dominante végétale, eh bien, il est indispensable en fait. C'est une condition indispensable si on veut aboutir à un système durable. On ne pourra pas faire sans, puisque vous voyez, réduction des pertes du gaspillage, optimisation des pratiques, ça réduit assez peu les émissions en soi. L'utilisation des terres, ou changement d'utilisation des terres, là, finalement, contre-intuitivement, dans le rapport, ce n'est pas le cas de toutes les simulations, il faut bien le préciser, mais en tout cas, dans le rapport, eh bien, en fait, même si on libère beaucoup de terres en réduisant les produits d'origine animale, comme l'alimentation saine qui est proposée, elle demande une augmentation très importante de la production de légumineuses, de fruits à coque, qui sont des
visiblement des productions à faible productivité, donc qui utilisent beaucoup d'espace, mais finalement, on n'aboutit pas à une réduction de l'occupation des terres juste en changeant d'alimentation. Ce qui va avoir plus d'impact, c'est l'optimisation des pratiques agricoles et la réduction des pertes et du gaspillage. Ce qui fait que si on actionne les 3 leviers simultanément, vous voyez, on arrive à rentrer dans une zone sûre, durable. Sur l'utilisation de l'eau douce, c'est à peu près le même constat, c'est que finalement, les changements d'alimentation vers une alimentation optimale vraiment qui est proposée par EatLandSet et puis qui aussi, il faut le préciser, prévoit de fournir 2500 kilocalories à toutes les personnes de cette planète, ce qui n'est pas le cas évidemment dans la projection d'ici 2050. Les projections business as usual. Donc, ça, finalement, ça ne permet pas de réduire vraiment l'utilisation d'eau du système agricole. Ce qui va avoir plus d'effet, finalement, c'est l'optimisation des pratiques agricoles et la réduction du perte du gaspillage. Et si on actionne les 3 leviers, on arrive à rentrer dans la limite. Pour l'utilisation de phosphore et de l'azote, eh bien là, en fait, on voit qu'on a la nécessité d'actionner les 3 leviers simultanément pour rentrer dans les limites et qu'il n'y en a pas vraiment un qui se détache des autres. Ils ont tous un impact moyen. On se rapproche des limites, on n'est même pas vraiment sûr d'y rentrer, on est dans une zone d'incertitude. Et puis, il faut bien noter que pour ce qui est de l'amélioration des pratiques agricoles, il faudra aller vers vraiment les ambitions les projections les plus ambitieuses qui sont mises par la Commission. Il faudra vraiment largement réduire l'écart de productivité, l'optimisation de l'utilisation des engrais, etc., si on veut vraiment arriver à des cycles de l'azote et du phosphore qui soient équilibrés et qui soient durables. Et enfin, sur la perte de biodiversité, réduction des pertes du gaspillage et amélioration des pratiques agricoles, comme ça fait réduire la quantité de terre dont vous avez besoin, forcément, si vous comptez que l'extension des terres, elle se fait au détriment des habitats naturels, forcément, vous réduisez l'impact sur la biodiversité en réduisant le nombre de terres que vous utilisez. Et potentiellement, vous restituez sur certaines zones des habitats, des zones naturelles. Mais en fait, surtout pour préserver la biodiversité, il faut ajouter en fait un espèce de 4e levier, vraiment une règle d'or qui est, en fait, à chaque fois qu'il y a des changements d'utilisation de terre, ça ne doit jamais se faire sur des zones naturelles en fait. Mais toujours, si on a besoin de créer une zone cultivée à un endroit, c'est sur des habitats secondaires fragmentés déjà abîmés que ça doit se faire. Et toujours préserver au maximum les habitats naturels qui sont dans leur état pré-industriel. C'est à ce prix-là qu'on va protéger au maximum la biodiversité et peut-être se rapprocher d'une limite durable. C'est assez dur à évaluer en fait, en réalité. Il y a une grosse zone d'incertitude là-dessus. Et voilà, pour conclure, finalement, je ne détaille pas plus que ça, mais c'est les 5 stratégies ensuite qui découlent de ces grands leviers, les 5 stratégies qui sont proposées par la Commission dans son rapport. Évidemment, ça revient un peu au levier, hein, c'est-à-dire que vous voyez en bas, réduction des pertes du gaspillage d'au moins 50%. L'intensification durable, ça renvoie à l'amélioration de toutes les pratiques agricoles et puis mobiliser tout ce qui est bien documenté maintenant comme pratique intense mais durable, techniques d'agroforesterie, etc., d'agroécologie, quoi. Le premier, c'est lié à l'alimentation, c'est chercher un engagement mondial, un accord mondial à aller vers ce type d'alimentation à dominante végétale, une alimentation saine. Ça nécessitera aussi de réorienter les priorités de l'agriculture pour coller à ces recommandations, donc d'aller vers plus de qualité, c'est-à-dire notamment de la variété, et pas chercher absolument les plus gros profits, les plus gros rendements. Et puis enfin, évidemment, ça nécessite une gouvernance forte, coordonnée pour la gestion des terres. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, on est reparti et on va recommencer au début. Non, je rigole. Alors, c'était un peu complexe, donc on s'est dit que...
Donc, agir, maintenant que vous avez vu ce qu'était une alimentation saine et une alimentation durable, vous êtes peut-être rendu compte que ça se ressemblait un petit peu. Et on va essayer de faire ça rapidement pour laisser un peu de temps pour les questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir à différents niveaux? Donc, on parlait au début de co-bénéfices. Là, je vous ai mis un exemple dans le cadre d'une alimentation à dominante végétale, des co-bénéfices qu'il peut y avoir sur la santé humaine et sur la santé environnementale un peu au sens large. Alors, donc, on a vu que c'était plus de fibres, plus de vitamines, plus d'antioxydants potentiellement, également moins de graisses saturées, moins de sucre et de sel. Et du coup, on l'a dit, il y a moins de maladies non transmissibles, il y a une amélioration de la qualité alimentaire aussi, et ou une réduction du coût, puisque les aliments végétaux, pour la plupart, coûtent quand même moins cher aussi au niveau économique, et une amélioration de l'espérance de vie et de l'espérance de vie en bonne santé. Et puis au niveau environnemental, je ne vais pas revenir dessus, mais Kylian en a pas mal parlé de tous les bénéfices qu'il pouvait y avoir. En tant que citoyen, ça c'est simplement pour illustrer la nécessité de changement alimentaire. En fait, ici, vous voyez différentes courbes qui considèrent toutes qu'on fait des changements au niveau de tout ce qui n'est pas alimentaire, dans ce qu'il faudrait faire pour limiter le réchauffement climatique et respecter les accords de Paris. Et chaque courbe représente en fait l'action qu'on a au niveau du système alimentaire. Business as usual, ça veut dire qu'on ne change rien. Là, à l'horizon 2100, les 2 degrés, on les passe largement. Et puis, après, à chaque niveau, en fonction de si on fait les choses séparément ou si on fait la moitié de chaque chose ou si on fait tout à 100%, et on voit que la seule solution pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est de tout combiner. Donc, Kylian en a parlé, hein, mais c'est l'alimentation riche en végétaux, limiter le gaspillage, des calories efficaces, une agriculture efficace, etc. Au niveau individuel, ce schéma, il est assez intéressant, je trouve. Il montre en fait la baisse qu'on peut avoir au niveau d'un individu, juste par son comportement et ses changements de comportement. Et en fait, on voit que l'alimentation, tout à gauche, l'adoption d'un régime végétarien, c'est de loin le plus efficace pour réduire sa consommation et ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une infographie issue des travaux du GIEC qui montre un petit peu la même chose en termes de potentiel de réduction des gaz à effet de serre. Donc en gigatonnes d'équivalent de CO2, et on voit que tout en haut, celui qui a le plus grand potentiel de réduction des gaz à effet de serre, c'est une alimentation végétalienne. Loin devant l'alimentation méditerranéenne, qui est un petit peu la référence d'une alimentation saine. Oups. Ça, simplement, si vous ne connaissez pas, c'est un outil pour calculer son impact sur le climat. Donc, en France, la moyenne, c'est autour de 10 tonnes d'équivalent de CO2. L'objectif pour respecter, encore une fois, les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique, c'est 2 tonnes. Et pour arriver à ces 2 tonnes, il faut faire des efforts un peu à tous les niveaux. Et on voit que l'alimentation, c'est près d'un tiers de notre impact. Il y a aussi les services publics, ça on peut pas jouer directement dessus, mais on peut jouer à des niveaux plus politiques. Mais en tout cas, à titre individuel, il y a déjà des choses qu'on peut faire sur l'alimentation, puisque c'est le thème de ce soir. Et puis agir aussi en tant que professionnel, puisque majoritairement, si j'ai bien compris, vous êtes des futurs professionnels de santé. Et donc, pour la santé des patients, là aussi, il y a des bénéfices. Ici, c'est en termes d'augmentation d'espérance de vie en fonction de l'âge qui est noté en bas, auquel on adopte les changements de comportement alimentaire. Et puis, chaque trait représente une modification. Tout en haut en rouge, celui qui a le plus grand potentiel, c'est d'augmenter les légumineuses, légumes en anglais. Plus on l'adopte tôt, évidemment, plus l'augmentation d'espérance de vie est grande.
Et donc, j'ai essayé, il propose, je vous ai mis le lien ici d'un calculateur qui est pour voir, simuler en fait des modifications qu'on peut faire sur son alimentation et voir l'impact que ça peut avoir sur son espérance de vie. J'ai essayé de rentrer les chiffres proposés par le Eat Lancet. Alors, le serveur a bugué une dizaine de fois, donc j'ai fini par abandonner, mais on était autour de plus 10 ans d'espérance de vie. Ici, c'est simplement 2 pyramides alimentaires. À gauche, une pyramide alimentaire assez classique sur l'alimentation avec ce qu'il faudrait consommer en plus grande quantité en bas et puis en quantité plus réduite en haut. Et on voit que c'est inversement proportionnel à la pyramide environnementale qui montre ici l'impact sur l'environnement, sur les écosystèmes, qui diminue vers les produits qu'il faut consommer en plus grande quantité. Alors, c'est fait par le Bahria Center for Food and Nutrition. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même un intérêt à ce qu'on mange des pâtes, mais c'est quand même visuellement intéressant. Et puis, si c'est des pâtes complètes, c'est très bien. Alors, on a un petit problème d'affichage, mais c'est pas très grave. Hop. Alors, comment ? Bon, c'est pas grave. C'est simplement, on vous remettra le diapo correctement, parce que là, c'est vraiment pas très lisible. En gros, c'était pour montrer, on a illustré le fait qu'il fallait consommer plus d'oméga 3. Et c'est quand même moche. Je vais essayer de vous le... Comment on fait ça ? Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, pour augmenter de 3 grammes les apports d'oméga 3, donc oméga 3, j'ai considéré tous les types d'oméga 3, on pourra détailler si vous voulez. Tout ça, c'est équivalent. 170 grammes de saumon, 100 grammes de sardines, 40 grammes de noix, 40 grammes d'huile de colza, et puis tout en bas, ce qu'on lit à peine, c'est 5 grammes d'huile de lin. Et à droite, en face, j'avais mis la correspondance en équivalent de CO2 émis par chaque consommation, et on se rend compte qu'on est sur un facteur qui est pas visible non plus, qui est 3 à 50 fois moins important sur une consommation d'oméga 3 d'origine végétale, en particulier l'huile de lin qui est extrêmement riche, par rapport à une consommation issue de poisson. Kylian parlait de la consommation de poisson qui était, de l'exploitation des zones de pêche qui était très importante. Il y a une façon de réduire, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes oméga 3, on pourrait en discuter, mais on peut facilement, en consommant de l'huile de lin et de l'huile de colza, augmenter ses apports tout en réduisant son impact. Ça, c'était un petit peu la même chose. C'est pas hyper lisible, mais c'est un peu mieux. C'était pour obtenir les apports en iode journaliers. Pareil, 100 grammes de cabillaud, c'est plus d'1 kilo de CO2, alors que 1,5 g d'algues nori, mais ça marche avec les autres algues. C'est la même chose en termes d'apport en iode potentiel, et par contre, on est sur un facteur de 100. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel de santé ? Là, je vous ai mis une ordonnance. On fait des ordonnances à nos patients, en tout cas pour ceux qui sont médecins et puis pour d'autres professionnels de santé d'ailleurs. Et là, c'est une ordonnance qu'on peut faire à nos patients. Alors, on va peut-être pas tout lui mettre d'un coup, sinon il va jamais revenir. Mais l'idée, c'est pour que ça fonctionne, c'est de proposer à nos patients des ordonnances et de voir, en fait, de leur proposer des choses qui sont possibles et de voir ce qu'ils sont eux prêts à faire, ce qu'ils se sentent capables de faire. On peut le faire pour le sport. Le fait, en fait, de l'écrire sur l'ordonnance, ça a vraiment un impact, comme on prescrirait du paracétamol ou n'importe quel autre médicament. Là, c'est le professionnel qui prescrit à son patient une conduite à tenir, un comportement. Et si c'est décidé avec le patient de dire, là, je me sentirais de par exemple, remplacer par semaine une portion de viande par une portion de légumineuse, et c'est génial parce que il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne en pratique. Et puis là, j'ai mis pour 3 mois. Ça permet de refaire le point et ensuite d'en rediscuter et de voir ce qui a été difficile, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, si le patient était observant ou pas. Et vous pouvez en faire sur tout un tas de domaines, mais pas hésiter vraiment à l'écrire noir sur blanc sur le papier.
Là, on peut passer rapidement. C'était juste 2 exemples d'assiettes un peu durables. Le guide alimentaire canadien, il est très intéressant. Enfin, d'assiettes saines. Ils n'ont pas forcément considéré le degré durable, mais en tout cas, sur le guide alimentaire canadien, c'est la première fois qu'il y avait des recommandations qui étaient faites en ayant mis à la porte tous les lobbies industriels, agroalimentaires de toutes sortes. Et on voit que la portion de produits laitiers et d'aliments d'origine animale est nettement plus réduite. On en trouve un petit peu là dans les aliments protéinés, mais ça peut être aussi bien du tofu, des légumineuses ou autres. On parle d'alimentation durable. Un exemple d'alimentation durable, on en a parlé, c'est le végétarisme ou le végétalisme. Simplement, juste cette diapo pour redéfinir un peu de quoi on parle. Donc, c'est des alimentations qui vont inclure essentiellement, enfin, pas mal de légumineuses, c'est le gros changement, de légumineuses et de noix, de léagineux et de graines. C'est ce qui manque dans l'alimentation actuelle. Également des céréales complètes, on en a parlé, des algues pour l'iode, et puis si on est végétarien, les œufs, les produits laitiers et le miel, et puis si on est végétalien, on l'enlève. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais simplement pour les conseils qu'on peut donner pour un patient qui serait végétarien ou végétalien, dans les très très grandes lignes, c'est déjà s'assurer qu'il consomme un peu de toutes ces catégories d'aliments. Ensuite, conseiller la prise de vitamine B12, même pour les végétariens qui en ont un petit peu dans les produits laitiers et les œufs. Globalement, c'est le risque et qu'il y ait une insuffisance à terme, même s'il y a des réserves. On pourra détailler un peu plus si on a le temps. Accompagner la transition alimentaire, on y reviendra. Et puis, savoir s'informer si on n'a pas si on manque de connaissances sur le sujet. Je vous ai mis quelques références, il y en a d'autres qui existent. C'est tous mes liens d'intérêt que j'ai mis là. Enfin, sauf le dernier, VGClick, ça c'est un médecin, je crois, qui est dans la salle virtuelle, qui a fait ce site dans le cadre de sa thèse, un peu comme tous les sites en clic qui existent en France. Je ne sais pas si vous avez ça aussi, comme Antibioclick, qui sont... bon, j'ai une diapo qui le présente derrière, je vous montrerai. Et puis aussi demander de l'aide. Donc là, l'adresse mail... il y a l'ONAV aussi, qui est l'Observatoire national de l'alimentation végétale, où on a un certain nombre de professionnels de santé dans toute la France et on peut répondre à des questions. Et puis là, ce lien, c'est une carte interactive qui répertorie un peu tous les professionnels de santé qui sont ouverts au végétarisme et au végétalisme. Donc ça peut être quelque chose à conseiller aux patients qui chercheraient un professionnel qui les écoute. Donc ça, c'est VGClick. Si Paco veut en parler, il pourra. Donc en fait, il y a différentes entrées avec en tant que patient, professionnel de santé ou en consultation, et puis on va pouvoir naviguer dans les menus et pouvoir conseiller son patient en fonction il y a tout un tas de conseils nutritionnels pour ces alimentations plus spécifiques. Ça, c'est l'Association végétarienne de France. Là aussi, il y a des documentations nutrition. Il y a une commission dont je fais partie qui propose des fiches, sur tout un tas de nutriments qu'on n'a pas le temps d'aborder ce soir, mais ça peut être intéressant aussi à la fois pour les patients et à la fois pour les professionnels. Et puis ça, c'est l'ONAV qui est une composante encore plus scientifique avec des positions assez... assez complète et longue sur des sujets comme la vitamine B12. Il y a une position aussi sur le soja, à la fois l'aspect santé du soja qui est très médiatique et polémique, et à la fois l'aspect environnemental. Vous pourrez lire ça si vous avez une après-midi devant vous. Alors, pour la transition réussie, il y a une histoire de rythme, c'est d'y aller doucement pour que ce soit sur le long terme. On ne parle pas de changement du jour au lendemain, et puis si c'est trop brutal, le risque c'est de repartir en arrière parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a pas prévu les choses, et puis ça peut, de se mettre à consommer des légumineuses du jour au lendemain, au niveau digestif notamment, ça peut remuer un petit peu, donc c'est pas mal de le faire progressivement. De remplacer plutôt que supprimer. Je consomme plus de viande, par quoi je la remplace qui soit à peu près équivalent.
Donc les légumineux, les oléagineux, les céréales complètes. Augmenter les fibres, j'en ai parlé relativement progressivement pour son microbiote et son tube digestif. Ce sera sympa pour lui. Et puis l'importance de la mastication. Ça, j'en ai largement parlé, ça restera dans le diapo, mais c'est un peu tous les leviers individuels qui sont le premier, la végétalisation de l'alimentation, et puis les autres qu'on a évoqués, ou pas d'ailleurs, sur le gaspillage, la réduction des déchets, le fait maison, le local, etc. Je passe vite parce que sinon on va plus avoir de temps pour les questions. Et donc, je voulais juste, j'ai oublié de le faire au départ, je voulais remercier pour les premières diapos les autres membres de l'Alliance Santé Planétaire qui ont fait ces diapos, et en particulier Alex qui est dans la salle et Anthony qui est dans la salle virtuelle, qui ont fait ces super diapos dont sur lesquels je me suis basé. Et puis, je vous remercie. Et je vais terminer par une phrase d'Henri Bergson, j'espère que je ne vais pas la dénaturer, qui dit que le futur n'est pas ce qui va se passer, mais ce que nous allons faire. Merci pour votre attention. Et on a peut-être un peu de temps pour les questions, du coup. Peut-être pour les questions, on peut tous se mettre là un peu devant, et puis aussi avec Kylian qui est sur Zoom. Et comme ça, on va essayer de répondre surtout à vos questions de vous qui sont là présents, et aussi aux questions qui peuvent être posées sur Zoom. On a Estelle qui va me signaler, et comme ça, peut-être on va faire une question d'ici, une question de Zoom. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour ces super présentations. En fait, moi, j'ai réfléchi à quelques questions moi-même auparavant, et j'avoue que vous avez déjà répondu à presque toutes les questions. Donc, j'espère que vous avez des questions à poser. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'ai une question. J'ai bien compris l'histoire de la qualité des protéines. D'ailleurs, merci de l'avoir expliqué parce que les gens en parlent beaucoup. J'ai juste une question au niveau de la disponibilité de certains nutriments. Donc, on entend beaucoup que parfois, dans un aliment, même s'il y a le nutriment, il n'est pas forcément biodisponible à son absorption. Et je me demandais à quel point c'était le cas pour les protéines, et puis aussi potentiellement pour les choses comme le fer et voilà, d'autres nutriments assez essentiels. Alors, Sandrine complétera si besoin. Sur les protéines, déjà, j'ai oublié le début de la question. Non, sur les protéines, c'est effectivement, il y a la biodisponibilité est pas tout à fait la même. Enfin, il y a certains indices chimiques qui incluent à la fois la biodisponibilité et à la fois la composition en acides aminés spécifiquement dans tel ou tel aliment. Globalement, en fait, cet indice-là, on en parle tout le temps, ça a du sens pour quelqu'un qui consommerait uniquement un aliment donné. Par exemple, quelqu'un qui consomme uniquement du riz, effectivement, il va finir par manquer de certains acides aminés. Mais dans le cadre d'une alimentation diversifiée, qui est ce qui doit être une alimentation saine, la question, elle se pose plus en fait, parce qu'on va manger de tout, même si on mange pas de tout à tous les repas. Tous les acides aminés, on les aura. C'est vraiment un faux problème, mais qui revient tout le temps. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Pour la biodisponibilité des autres nutriments et notamment le fer, effectivement, le fer non héminique qui est contenu dans les végétaux, il est moins bien absorbé de base par l'organisme. Ça, c'est un fait. Et par contre, il y a des façons pour augmenter la biodisponibilité, notamment de consommer de la vitamine C avec des fruits en même temps qu'un repas qui est riche en fer, et puis de limiter le thé, le café, de le consommer plutôt à distance. Et après, pour chaque nutriment, il y a certains, ça va être globalement, ce qui va activer la biodisponibilité dans les végétaux, c'est un peu toujours les mêmes grandes catégories. C'est le trempage, notamment pour les légumineuses. La fermentation, Kylian nous a parlé de ces topinambours, c'est une façon d'améliorer la biodisponibilité. Donc trempage, fermentation, la cuisson, et il y en a un quatrième, je ne l'ai plus. Mais en gros, il y a des techniques qui améliorent la biodisponibilité.
Je sais pas si tu veux. Merci beaucoup. Est-ce que Sandrine ou est-ce que Kylian, vous voulez rajouter quelque chose à cette réponse? Non, pardon. Kylian? Ouais, je veux bien. Bah, une autre façon de répondre, c'est à l'inverse de regarder si les végétaliens ont des carences. Et a priori, hormis la vitamine B12 et éventuellement l'iode, il n'y a pas il y a pas de carence plus importante. Enfin, voilà, les positions des sociétés savantes disent qu'il n'y a pas d'autre chose. Même si, évidemment, il peut y avoir des apports inférieurs à une alimentation standard occidentale. Il n'y a pas il y a pas de problème. Donc, voilà, c'est une autre façon de répondre. C'est que finalement, c'est sûr, quoi. Donc, la version 100% végétale. Hormis, on le rappelle quand même, hein, vraiment, on insiste dessus, la vitamine B12. Que ce soit pour les végétaliens, les végétariens, et probablement toute alimentation qui restreint, qui diminue la part de produits d'origine animale. Il y avait une question là-dessus d'ailleurs, dans le chat à un moment, c'était est-ce qu'on ne peut pas couvrir ses besoins en B12 par un morceau de viande blanche plutôt que de prendre un supplément qui peut-être a un coût de production environnemental plus important? Bah, en fait, c'est juste que la réponse, c'est juste que il faudrait consommer, enfin, d'après la position de l'ONAV, hein, justement, il faudrait consommer une bonne quantité de portions par semaine, peut-être une fois par jour, ça s'approche de ça, je pense, des produits d'origine animale, particulièrement des produits laitiers ou de la viande, enfin de la chair, pour couvrir ses apports en B12. Donc en fait, toute alimentation flexitarienne, a priori, aurait besoin d'une supplémentation en B12. D'accord. Du coup, je pense qu'on va passer à la prochaine question. Estelle, tu veux poser une question? Si jamais on a activé aussi les micros, donc si vous voulez poser vos questions, vous pouvez essayer d'activer votre micro pour les gens sur Zoom et les poser directement. Oui, bonjour. Moi, je voulais vous poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Super, merci. Du coup, je me présente vite fait. Donc moi, c'est Laura et je suis en fin de Bachelor of Science ici à Genève de nutrition et diététique. Et je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'intervention de la part d'une diététicienne diplômée dans votre conférence. Je dis ça dans le sens que nous, c'est dans notre cahier des charges justement de promouvoir l'alimentation durable. Et du coup, c'est vraiment dans notre... voilà, donc on est vraiment formé pour aussi avoir l'aspect motivationnel, l'aspect psychologique et vraiment des conseils personnalisés en fonction du patient et de ses pathologies. Alors, on intervient dans le cadre de l'Alliance Santé Planétaire. Du coup, on n'est pas en fait de Genève. Du coup, on est quelques-uns à s'être déplacés. On a plusieurs diététiciennes, mais qui n'étaient pas disponibles ce soir. Donc voilà pourquoi on n'a pas avec nous ce soir un diététicien, mais dans notre équipe, il y en a. Et si je peux compléter à ça, en fait, moi, j'ai fait aussi une demande à c'était une diététicienne aussi en Suisse, mais qui malheureusement n'était pas non plus disponible. Donc voilà, on a, je pense, contacté plusieurs, mais c'est toujours pas super facile de trouver des experts dans cette matière aussi. Oui, Loïc. Et c'est effectivement, c'était une histoire de disponibilité aussi. Tous les volontaires et motivés sont invités à nous rejoindre. Et c'est toujours intéressant en plus d'avoir effectivement différents points de vue, différentes formations. À l'ONAV, on s'en rend compte dans les discussions. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des diététiciens, diététiciennes, etc. Et du coup, ça enrichit vraiment les échanges. Donc, rejoignez-nous. Merci. Il y avait une des questions dans le chat, c'était comment intégrer plus de nutrition dans les consultations de médecine générale. Je ne sais pas si vous avez le temps. J'allais dire, c'est moi qui ai posé cette question. Est-ce que je peux la reformuler pour préciser?
Ok, merci. Donc bon, moi je suis psychologue, donc je rejoins ce qu'a dit la personne juste avant, juste pour faire le pont. Je me suis intéressée au microbiote intestinal et à l'influence que ça avait sur la santé mentale, et je trouve donc je suis super intéressée par ce que vous faites. J'ai déjà suivi et j'ai en fait pas osé rejoindre parce que je ne suis que psychologue, même si j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. J'ai l'impression que des fois, en fait, un truc qui serait durable aussi, c'est peut-être de s'allier euh, entre médecins et tout ça pour justement euh, euh, permettre d'améliorer l'accessibilité de l'information et aussi le changement de conscience, parce que justement, ça va sur ma question de là maintenant, en tant que médecin, vous pouvez voilà, faire ces ordonnances. Après, on peut aussi voir au niveau politique, mais je me demande comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des gens enfin, pour faire passer le plus de monde possible à une alimentation uniquement basée sur les plantes, mais pas une alimentation comme on voit. Il y a plein de pubs en Suisse en ce moment qui m'affolent. Ces trucs végétariens, mais complètement préparés, qui, je pense, sont vraiment là pour le coup mauvais à la fois pour l'environnement et pour la santé. Mais peut-être que je me trompe comme par rapport au B12. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer. Si c'était clair. Bah, déjà pour la première partie, pour rejoindre l'Alliance, vous n'êtes pas que psychologue, enfin on est tous que, moi je suis que médecin, je suis pas psychologue, donc on a chacun des compétences et des choses à apporter, aussi bien de par notre formation que notre expérience et notre personne. Donc il me semble qu'il y a déjà des psychologues dans l'Alliance, mais quand bien même il n'y en aurait pas, vous êtes la bienvenue. Et la deuxième partie de la question, c'était les produits ultra transformés. Oui, bah alors là il y a un débat entre des produits ultra transformés. Est-ce qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont très riches en matières grasses, en sel, en sucre et en plein de cochonneries dont on n'a pas spécifiquement parlé, ou est-ce qu'ils sont mauvais parce qu'ils sont ultra transformés? Je n'ai pas notion que ce soit clairement tranché à ce niveau-là. En tout cas, c'est sûr qu'une alimentation qui soit saine et durable, elle se base pas sur des produits ultra transformés qui impliquent au niveau des gaz à effet de serre beaucoup plus d'émissions que des produits tout simples comme des légumineuses et qui ont aussi potentiellement des conséquences sur la santé. Je ne sais pas si les autres veulent compléter. Moi, Sandrine, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Je veux bien juste dire sur les substituts. J'ai récemment un peu étudié là, une revue de littérature sur l'impact environnemental des viandes végétales. Alors, moi, je précise qu'a priori, je suis plutôt dubitatif, mais bon, ça, c'est à titre personnel. Mais en fait, il s'avère que, par contre, ce qui est sûr, ce qui est incontestable, c'est que l'impact écologique est vraiment largement moindre, en fait, avec ces substituts végétaux qu'avec la viande. Et en fait, on est à peu près au niveau des légumineuses, en fait, de la matière première, de l'impact écologique de la matière première. Donc, en fait, ça règle quand même le problème écologique. Par contre, reste la question, c'est des produits sains, est-ce que ça peut faire partie d'une alimentation saine et durable, quoi. Ça reste à trancher. Et évidemment, si on considère que c'est des produits ultra transformés et quand on voit toutes les études qui montrent tous les impacts négatifs de la consommation de produits ultra transformés, on peut en douter. Après, reste à mener les études sur ces substituts végétaux, concrètement, pour régler la question. Et après, il y a certainement des profils très différents là-dedans aussi. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Est-ce qu'ici dans la salle, il y a encore des questions de votre côté? D'accord, donc on va prendre la prochaine question ici. Oui, il y a encore juste dans le chat la question sur comment intégrer plus de nutrition au sein des consultations en médecine générale. Et puis, d'une manière plus générale, moi, ma question, ce serait comment on induit des changements de comportement, qu'on soit médecin ou pas d'ailleurs. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre
nos amis, notre famille à changer de comportement avec nous. Voilà, si vous avez des méthodes efficaces. Et puis là, c'est peut-être les psychologues aussi qui vont être, et les nutritionnistes qui vont être les plus formés avec nous. Pour induire le changement, je pense que c'est déjà dans les consultations, c'est d'en parler petit à petit. En fait, ça va être d'informer les personnes. Souvent, ce qui fait peur, c'est de manquer d'informations ou de ne pas connaître. Et donc, d'en parler petit à petit ou d'initier avec, comme Loïc le disait tout à l'heure, juste des petites phrases dans une ordonnance et de voir avec la personne qu'est-ce qui a pu fonctionner, qu'est-ce qui a pu pas fonctionner, les motivations aussi de chaque personne, le temps qu'elle peut avoir à faire certaines choses. Je pense que c'est de discuter en fait avec les patients et de les informer sur les bénéfices, notamment sur leur santé. Certains vont entendre ça et ça va les toucher et du coup ils pourront faire quelque chose. D'autres, ça sera pour l'environnement et ça va les toucher et ils vont pouvoir changer. Je pense que c'est en discutant vraiment avec les patients et en inscrivant petit à petit des petites phrases ou en expliquant quelque chose sur les ordonnances que cela peut changer. Moi, après, je suis pharmacien, donc ça m'arrive régulièrement au comptoir de donner des conseils, de diriger les gens. Et je pense que si tout le monde le fait à chaque niveau où on voit nos patients, eh bien, les changements pourront avoir lieu. Alors, j'ai noté sur ma main, j'avais pas de papier. Pour aider les changements, enfin, pour la fin de ta question, c'était par rapport à l'entourage, plus pour permettre des changements. J'ai pas de remède miracle. Pour moi, le seul remède et le plus efficace, c'est l'exemple. C'est de montrer que d'une part, c'est possible, que d'autre part, ça fonctionne. Moi, quand je suis devenu végétarien, ma mère était inquiète que je perde mes cheveux. Visiblement, c'est pas le cas. Et du coup, donc de rassurer en fait dans ce sens-là, de montrer que c'est possible et aussi qu'on peut continuer à se faire plaisir. Tout en mangeant, faire découvrir des recettes, montrer que l'alimentation peut rester un plaisir tout en étant plus saine et plus durable. Et pour le reste, comment aborder plus de nutrition dans les consultations de médecine générale, j'avais vu un séminaire fait par 2 médecins irlandais, je crois, qui disaient que il y avait plusieurs points, alors que j'ai plus en tête, mais je pourrais vous les faire passer. C'était en gros l'idée qu'il fallait que ça fonctionnait si c'était un moment précis. Par exemple, un patient à qui on vient de découvrir un infarctus, il va être peut-être plus réceptif à des changements, y compris au niveau alimentaire, ou pour le renouvellement d'un traitement pour du diabète, de dire au fait, est-ce que votre alimentation, il y a plein de moments, en gros, on peut toujours l'aborder un petit peu. L'idée, c'est un peu comme le tabac, c'est l'idée du conseil minimal, de mettre un pied dans la porte, et puis parfois ça sert à rien, ça marche pas, le patient s'en fout, et puis parfois ça fonctionne, et ça va permettre de modifier des choses. Sur le long terme, puisque c'est encore une fois ce qu'on vit, c'est des modifications sur le long terme. Et c'était aussi de poser des questions relativement simples, mais en même temps précises, parce que si on demande à nos patients comment ils mangent tous bien, globalement. Mais du coup, de demander qu'est-ce que vous avez mangé à votre dernier repas, d'avoir un exemple assez précis, ça permet d'avoir plus facilement et en perdant moins de temps une idée de ce que de comment la personne s'alimente, et puis de donner des conseils le plus simple possible et facilement applicables. Et ce que je disais un peu tout à l'heure, de le discuter avec le patient, de voir ce qu'il se sent prêt à faire, et pas d'avoir une fiche conseil toute faite qu'on remet à tout le monde, d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Je pense que ça aide aussi. Kéliane, vous voulez encore dire quelque chose? C'est bon. J'aimerais juste rajouter une petite question de mon côté à tout ça. En fait, souvent, on entend, surtout à l'hôpital,
que ça va très vite, on a peu de temps. Et puis aussi, je pense aussi pour les médecins installés que en fait, le paiement est très mauvais pour tout ce qui est prévention. Qu'est-ce que vous pensez, quels seraient les médecins, quels seraient les spécialistes ou en général les professionnels de santé qui peuvent avoir le plus grand impact à ce niveau-là? Et est-ce qu'il faudrait aussi des changements politiques, genre des changements au niveau des forfaits de paiement et tout ça pour inciter plus de professionnels de santé de faire plus de prévention du coup? Oui, c'est sûr que ce serait intéressant et que ce serait incitatif. Les consultations de prévention, elles sont théoriquement pas prises en charge par la sécurité sociale en France, en tout cas. Après, quelle spécialité serait la mieux placée pour moi, mais j'ai un lien d'intérêt direct, c'est la médecine générale. Parce que en fait, c'est peut-être au sens large, c'est la médecine de premier recours. C'est les personnes, c'est pas le médecin qui va être ultra spécialisé qu'on va voir une fois tous les 10 ans qui va pouvoir avoir un impact réel. C'est des gens qu'on voit régulièrement, à qui on peut conseiller régulièrement des choses qui, pour moi, c'est là où on a le plus d'impact parce qu'on peut en parler à chaque consultation. On peut l'aborder un petit peu sous un angle particulier et puis voir l'effet que ça a eu derrière. Et puis après, il y a aussi effectivement, on me souffle dans l'oreillette que la prévention dans les écoles, ça peut être quelque chose dans les écoles, dans les entreprises, dans tout un tas d'endroits. C'est quelque chose qui peut se développer, de faire des formations. C'est un des objectifs de l'Alliance aussi, c'est de pouvoir diffuser un peu plus la connaissance par des conférences comme ça et aussi par des formations de professionnels et de non-professionnels. Je crois qu'il y a Alex qui veut intervenir. D'accord. Alors, on fait une dernière question là, et puis après, je vais poser la question finale et vous donner une chance de passer un dernier message clé. Et après, malheureusement, le temps, il est déjà avancé et on doit gentiment finir. Mais on est encore disponible dans la salle ici pour des discussions supplémentaires. Et voilà. Donc, une dernière question ici. Ouais, je vais faire un complément et je vais ouvrir sur une question parce que je suis aussi membre de l'Alliance Santé Planétaire. Je suis infirmier de formation et je suis formé en promotion de la santé, santé environnementale et d'autres approches du champ de la santé publique. Et là, la discussion qu'on vient d'avoir pendant 10-15 minutes, ça cible les changements de comportement individuel. Mais une personne qui n'est pas dans un bon environnement, qui n'est pas exposée aux bonnes propositions de choix, on pourra l'informer comme on veut pour agir sur son attitude, l'éduquer comme on veut pour agir sur son comportement, elle ne pourra pas changer parce que son environnement ne sera pas favorable à des choix bons pour la santé. Donc, tout comme on dit que l'état de santé dépend que de 15-20% du système de santé, de peut-être 30% des comportements individuels, il y a aussi un gros 50% qui est du champ social, économique, politique. Et donc, il y a besoin d'un lien entre ce que font les médecins et tous les types de professionnels de santé, et pas que de santé animale, d'écologie et autres, avec les décideurs politiques, les aménageurs du territoire. Et donc, il y a tout un champ de l'action communautaire, ce qu'on appelle l'empowerment, l'encapacitation, etc. Et tout un champ d'établir des environnements favorables à la santé et aussi d'établir des politiques publiques saines. Si dans une société, notre système taxe de la même manière ce qui n'est pas bon pour la santé et ce qui est bon pour la santé, on ne favorise pas l'accès facilité à tout ça. Et il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet, mais donc j'ouvrirai sur une question, c'est comment des professionnels de santé ou de la nutrition ou du sport peuvent agir sur cette autre part qui conditionne aussi les comportements humains. Merci. Elle est dure ta question. Du coup, pour répondre simplement, moi je dirais en rejoignant l'Alliance Santé Planétaire,
et en s'impliquant, en aidant en fait à faire bouger les choses, en développant du travail en réseau et puis en faisant de l'information à tous les niveaux en fait, pour que ça change pas uniquement effectivement face à notre patient en consultation. Kylian, quelque chose à rajouter? J'arrivais plus à cliquer sur mon bouton. Non, mais je pense qu'en effet, le travail en réseau, il est important parce que il permet de porter, à travers des organisations, il permet de porter une parole publique, une parole politique. Et je pense que, comme Alexandre l'a rappelé, il ne faut pas oublier ça. C'est que quand même à la fin, et c'est même dans le rapport des Lancet, c'est ça quand même, ça fait plaisir à voir, c'est qu'en fait des scientifiques qui sortent de leur neutralité absolue, ça y est, c'est plus la mode la neutralité. Maintenant, en fait, on s'engage pour de vrai. On fait des publications qui ont une forme d'engagement politique en fait, et on en appelle à des politiques publiques, on en appelle à des accords internationaux. Et en fait, c'est ça, c'est que tous les professionnels réunis dans différentes organisations, en fait, peuvent porter une parole, quoi, vraiment, pour influencer les décisions, quoi. Super, merci beaucoup. Donc, on va gentiment terminer. Peut-être chacun de vous trois, je vous laisse encore une fois la parole. Ma question, ça serait encore, quelle est votre vision ou peut-être aussi votre rêve pour 2050 ou pour le futur? Ou bien juste, est-ce que vous avez encore un dernier message à partager? Un rêve pour 2050, ça serait peut-être que notre planète, elle soit pas si mal. Du coup, d'agir d'ici là afin de pouvoir donner à des générations suivantes une planète qui est plus ou moins bien préservée. Un rêve pour 2050, que la planète existe encore. Non, qu'elle soit en meilleur état qu'en 2022. Et un dernier message, relisez tous les messages d'avant. Non, j'en ai pas de nouveau. Mais je pense qu'il y en avait déjà pas mal ce soir. Ouais, pareil, je ne sais pas si j'ai un message en plus, mais faut qu'on y croit. On garde espoir. Et 2050, un rêve qui serait différent de... Peut-être que Elon Musk soit vraiment allé sur la Lune ou sur Mars, qu'il y soit resté. Super, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde, à vous trois et surtout à tous qui ont participé ici en présence et aussi sur Zoom. Et n'hésitez vraiment pas à nous contacter, peu importe si vous êtes médecin, étudiant, pharmacienne, psychologue ou quoi que ce soit. Je pense l'Alliance de santé planétaire, la branche ici à Genève et surtout aussi Pan-Switzerland, on est là pour vous, on est disponible. N'hésitez pas à nous contacter, à vous inscrire. Et puis, ici, sur place, on a encore des informations, une petite table derrière. N'hésitez pas aussi à prendre des stickers ou des pins que vous pouvez mettre sur votre blouse blanche. Et comme ça, vous pouvez aussi faire un peu, peut-être le premier lien. Et voilà, merci beaucoup et bonne rentrée.